Quel timing! Mais il faudra laisser ceux qui arrivent rentrer pour s'installer. Hein. Est-ce qu'on démarre maintenant? Ça se termine là-haut. Est-ce que la régie me dit que j'ai le droit d'attendre encore quelques minutes ou est-ce que le live... Après le générique, ça va être compliqué. Après le générique, ça va être compliqué. Donc on va démarrer maintenant. Très bien. Bienvenue à ceux qui arrivent, installez-vous. Bonjour à tous, je suis Sébastien Dupré et j'ai le plaisir de participer avec vous à cette plénière cet après-midi où on va parler ensemble de la reprise. On va se demander ensemble si cette reprise, c'est la même pour tout le monde. Et puis, on regardera à travers un exemple de Call & Care comment est-ce que les acteurs économiques, les entreprises s'engagent, s'impliquent dans notre société, dans notre région et dans les initiatives que l'on lance. On aura 3 séquences cet après-midi tous ensemble. Et je salue ceux qui nous regardent en digital ou ceux qui nous regarderont en replay. Nous allons avoir 3 séquences donc, cet après-midi. Dans un premier temps, eh bien, on va parler de raccrochage ou de cohésion pour tous, et en commençant par la formation, avec un certain nombre de témoins, dont un témoin qui nous rejoint de Paris et qui est arrivé, donc super, avec un train qui est arrivé à l'heure, donc c'est chouette. Et quelques témoins de l'Université de Lille. Ensuite, on parlera de l'entreprise et de l'emploi. Comment est-ce qu'on peut aider la cohésion à travers l'emploi, et avec quelques témoignages d'entreprises qui vont venir nous expliquer comment ces entreprises s'engagent et puis surtout ce qu'elles en tirent comme bénéfices. Et j'aime bien parler de bénéfices quand on parle d'entreprise. N'est-ce pas, Marie-Hélène? Parce que l'engagement génère du bénéfice. Souvent, on dit que l'engagement, c'est bon pour le profit et c'est bon pour le business. Et on va essayer de voir comment est-ce que concrètement tout cela fonctionne comme ça. Et dans un troisième temps, on lancera officiellement notre challenge Call & Care. Vous savez que 13 entreprises se sont engagées pour participer à ce challenge sportif. J'en dis pas plus et on vous expliquera ça tout à l'heure. Alors, cette reprise économique, est-ce qu'elle est la même pour tout le monde? À travers cette question, on va commencer cette première table ronde avec 3 invités. Les 3 invités qui sont là, sur votre gauche. Et donc, à ma droite, on a Emmanuel Parisi, qui est le directeur général du Crous. Voilà, merci. Et puis, Cyril, qui est, lui, le patron, Cyril Hénon, qui est le patron de Hall. Donc, Hall, c'est finalement les services sociaux et étudiants de la Cato. Et puis, il vient de nous rejoindre. Merci d'être là, Jérôme Fontenot. Vous êtes enseignant et vous nous raconterez tout à l'heure ce que vous faites. Et merci d'être venu. Vous avez fait l'aller-retour de Paris pour nous raconter. J'ai dit Jérôme, c'est Jérémy, excuse-moi. Voilà, merci de me corriger. Alors, avant de parler de ça, je voudrais vous raconter une petite histoire. Et donc, peut-être on peut revenir sur la slide précédente. Une petite histoire parce que si on est réunis ici, c'est parce que, j'aime bien la slide avec les logos des fondations. Voilà. C'est parce qu'un jour, Hervé Knecht, il est là, en décembre, je crois que c'était le 17 décembre de l'année dernière, donc il y a presque un an. Hervé nous appelle, et en nous appelant, Hervé lance la révolte. Parce que, souvenez-vous, il y a un an, on ne savait pas trop à quelle sauce nous allions être mangés, nous, la société. Comment est-ce que les entreprises, et notamment les emplois, allaient se comporter à travers eh bien, cet épisode du Covid, et puis ses conséquences sociales. On a vu qu'aujourd'hui, il y a une croissance. C'est pour ça qu'on s'est posé la question de savoir si cette croissance, elle est la même pour tout le monde. Mais Hervé nous a dit, il est possible qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas leur compte dans cette reprise. Il est possible que tout le monde ne se raccroche pas au wagon de la même manière. Et si on faisait quelque chose ensemble? Et là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il aurait raison? Et en fait, cette fondation, pour la première fois, vous le voyez derrière moi, se sont réunies. Des fondations qui, chacune, agissaient, je dirais, dans leur couloir, se sont réunies en se disant, on va tous adresser un sujet qui est la lutte contre le décrochage. C'est cette fondation, vous les voyez, la fondation de la Cato, la fondation de France, la fondation des possibles, la Fondation des Lumières, la Fondation du Nord, la Fondation de l'Université de Lille et Entreprises et Cités. On voit bien que c'est assez hétérogène, que ce sont des fondations qui ont tout type de caractéristiques. Ce qui est formidable, c'est qu'ensemble, on s'est dit, eh ben tiens, pour une fois, on va faire quelque chose tous ensemble. C'est la première fois que ces fondations se rassemblaient pour adresser ce sujet. Et on s'est dit un truc assez simple,
Il y a autour de nous des gens qui ont envie de s'engager et il y a des gens qui s'engagent. Souvent, ces gens-là ne se rencontrent pas. Et donc, on va essayer de faire en sorte que, en créant un guichet unique, on puisse permettre à ceux qui ont envie de faire de rencontrer ceux qui font. Et Call & Care est né depuis 1 an. Nous avons un numéro de téléphone qui existe et il continue à fonctionner. À partir de ce numéro de téléphone, on appelle et nous, on essaye de mettre en relation des gens qui disent « Eh bien, moi, je fais quelque chose et je cherche de l'aide » et d'autres qui disent « Eh bien, moi, j'ai envie d'aider et je cherche quelqu'un à aider ». Ça, c'est l'existence de Call & Care. Entre deux, 4 acteurs nous ont rejoints, le MEDEF, la CCI, le réseau Alliance et le département du Nord, puisque vous le savez, le département du Nord est allé beaucoup plus loin que son projet de lutte contre la précarité et de plan jeune, puisqu'il a dégagé 1 million d'euros que Call & Care est en train de gérer pour pouvoir financer un certain nombre de projets. Et je pense que c'est bien de pouvoir se dire ensemble que c'est chouette de vivre dans un territoire dans lequel des acteurs différents, d'origines différentes, acteurs sur plusieurs territoires, en tout cas dans notre région, s'associent pour lutter contre le décrochage. Voilà, je pense que c'était bien de pouvoir reposer le contexte et de nous rendre compte que ce qui nous rassemble, c'est cette initiative Call & Care. Et toute l'après-midi, nous allons pouvoir vous raconter ce que Call & Care a fait pendant 1 an et ce qu'il devient. Alors on va passer maintenant à notre première table ronde. Je m'excuse pour la régie d'avoir un peu bousculé l'ordonnancement de cette séquence. Emmanuel, toi au Crous, tu es en contact avec tous les étudiants de la région, puisque en préparant cette réunion, tu m'as expliqué que le Crous, ce n'était pas uniquement sur l'université de Lille, mais c'est toute la région. Comment vont les étudiants aujourd'hui ? J'ai envie de dire ils vont mieux qu'à l'issue du premier confinement et moins bien qu'à la fin de l'année universitaire 2019-2020. On a 2 sujets qui restent extrêmement prégnants quand on regarde un peu la situation. C'est les difficultés psychologiques qui sont marquées par rapport à ce qu'on a pu vivre à la dernière... En 2019, j'allais dire 2019-2020, qui est un peu la dernière année universitaire de référence normale. Et puis évidemment, les difficultés financières qui sont là aussi, qui restent importantes. Alors peut-être juste 1 ou 2 chiffres, puis après je reviendrai. Mais alors nous, on gère en fait l'Académie de Lille. Donc c'est pas tous les Hauts-de-France, parce qu'il y a un Crous à Amiens, mais à peu près 185 000 étudiants. Et on a un système évidemment de bourse, mais on a également un système d'aide d'urgence. Et simplement pour vous dire, avant la crise, j'allais dire février 2020, on était déjà un Crous le Crous qui donnait le plus d'aide d'urgence en France. Mais on tournait autour de 15 000 euros par semaine d'aide d'urgence. En plus des bourses, on gère 90 000 dossiers de bourse. Mais en plus des bourses, on a un système d'aide d'urgence. On était entre 15 et 20 000 par semaine. On est monté, premier confinement, quasiment à 90 000 euros semaine. On était devenu quasiment un opérateur non plus social, mais quasiment humanitaire. Et on reste quand même actuellement à des niveaux extrêmement élevés, puisqu'on reste autour de plus de 60 000 euros par semaine. Voilà, et donc ça va mieux, mais il reste quand même encore 2 points, une précarité accrue pour un certain nombre d'étudiants, des catégories spécifiques, alors essentiellement étudiants internationaux, et puis également les étudiants qui ont une bourse, mais qui sont dans les premiers échelons, et eux, où la famille a eu des nouvelles difficultés, où on voit qu'il y a où la machine est difficile à remettre en route. Voilà, donc de l'optimisme et encore de la vigilance. Et chez toi, Cyril, tu dirais la même chose sur la météo des étudiants qui t'entourent ? Oui, je partage complètement le propos d'Emmanuel. On est sur la même typologie de problème. Des situations effectivement de difficultés financières accrues qui restent effectivement assez prégnantes même en cette rentrée, même si les jobs étudiants ont pu redémarrer grâce à la reprise en fait finalement des activités, notamment la restauration qui permet pas mal d'emplois étudiants. Mais voilà, ça reste effectivement extrêmement présent. Et comme Emmanuel le disait, c'est surtout en grande partie les étudiants internationaux qui sont touchés dans cette situation. Donc
On a ça, et puis donc, comme tu le disais tout à l'heure, la situation aussi psychologique qui reste voilà, un sujet sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant, que ce soit les SIUMS au niveau de l'État et chez nous, notre centre polyvalent de santé universitaire, on est extrêmement sollicité sur le sujet de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement à l'écoute de situations effectivement compliquées. Merci. Emmanuel, quand on préparait cette séance, moi je t'ai appelé l'urgentiste. Quand tu es directeur général du Crous, c'est quoi les urgences que tu gères dans la semaine? Les urgences, alors, en cette période de presque fin de rentrée universitaire, ça reste l'urgence numéro 1 sur laquelle il y a des très grosses difficultés, c'est le logement. À la fois en termes de capacité d'accueil. Alors chez nous, notamment parce qu'on a un très gros programme de réhabilitation, donc sur la métropole, j'ai fermé quasiment 1500 chambres pour réhabilitation, donc évidemment, ça a un impact très fort. Alors c'est pour une bonne raison, puisque une grosse partie de mon parc devait être absolument réhabilitée, mais évidemment, ça fait Combien de chambres tu gères? 10 000. 10 000 chambres. 10 000 logements. Donc évidemment, ça a un impact. Et évidemment, ça c'est le premier point. Et toujours aussi avec les difficultés financières, les difficultés pour se loger. D'où justement un accompagnement avec avec les aides d'urgence pour pouvoir aider les étudiants, surtout à éviter de tomber dans le cercle vicieux d'avoir des dettes de loyer très importantes. Et une fois qu'ils ont 4, 5, 6 mois de loyer de retard, on n'a pas les systèmes pour les récupérer. Alors que si on les détecte relativement tôt, qu'on leur donne une aide avant qu'ils aient la tête complètement sous l'eau, on arrive quand même à les accompagner socialement. Donc aujourd'hui, le logement, c'est le problème numéro 1 qui est très prégnant, en tout cas sur la métropole, mais également sur d'autres secteurs géographiques de la région. Deuxième urgence dont on a parlé ensemble aussi, c'est évidemment l'alimentation. Tu me disais, on meurt pas de faim en France aujourd'hui, donc par rapport aux idées reçues, il n'y a pas d'étudiants qui sont dans des situations dramatiques. En revanche, la difficulté, c'est l'alimentation équilibrée. Alors, ouais, quand je disais on meurt pas de faim, il y a suffisamment d'offres, j'allais dire par un tas de partenaires et d'associations caritatives ou d'organisations étudiantes. Et donc, les étudiants, même les plus démunis, ils arrivent à trouver à manger. Il y a évidemment le problème de l'équilibre alimentaire. Et puis, alors nous, on y répond aussi à travers notre offre de restauration, puisqu'on a aussi une cinquantaine de restaurants. On sert à peu près 3 millions de repas par an. Et le gouvernement a décidé que pour les étudiants boursiers, le repas restait à 1 euro. Et on travaille justement, mais je sais que Cyril fait la même chose, justement à un équilibre alimentaire. On a beaucoup développé, par exemple, l'offre végétarienne et végane, qui sont une grosse attente des étudiants. Et puis aujourd'hui, on peut avoir un repas complet et équilibré pour 1 euro. Et puis après, on travaille Ça a été, entre guillemets, un des aspects positifs, parce qu'il faut essayer toujours de tirer des leçons positives de la situation. On a appris à travailler avec un réseau de partenaires pour faire des distributions alimentaires organisées et non pas un peu sauvages, où on vient 10 fois dans la même résidence, mais la résidence à 2 bornes, elle n'a jamais d'aide alimentaire. Donc on est aussi vigilant évidemment sur l'équilibre. Merci. On parle souvent d'hétérogénéité de situation. Tu peux nous décrire un petit peu le panorama de la typologie des gens qui ont des difficultés? Tu avais commencé tout à l'heure par parler des étudiants étrangers. Par exemple, c'est quoi la proportion d'étudiants étrangers qu'il y a ici dans l'académie? Tu sais ça? On connaît? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai à la rigueur un peu au niveau des universités, mais les universités, certes, elles occupent une grosse partie des effectifs en pourcentage, mais elles sont loin de représenter la totalité des étudiants. J'ai envie de dire, il y a aussi en fonction d'évolution dans les études,
un étudiant de première année, un étudiant en thèse, c'est pas du tout le même accompagnement qu'on doit donner. Et après, effectivement, il y a un sujet particulier sur ce qui est les étudiants internationaux qui viennent hors convention. Et puis encore une fois aussi, et ça c'est assez nouveau, les étudiants des échelons plus faibles qu'on voit apparaître dans des aides régulières en plus de leur bourse, parce qu'on voit qu'il y a une déstabilisation de l'économie familiale et qui nécessite un accompagnement particulier. 10 000 euros par an, c'est-à-dire qu'il faut qu'un étudiant ait en tête que c'est ça le budget pour pouvoir étudier en France. À peu près, ouais. Si on prend entre les frais de scolarité, qui sont parmi les plus faibles d'Europe, il faut quand même les rappeler, mais également le logement, l'alimentation, la santé, c'est à peu près un budget de 10 000 euros. Et évidemment, c'est quand même, en sachant que une bourse, la bourse maximale, échelon 7, elle est autour de 5 500 euros. Donc évidemment, à l'année. Donc évidemment, il y a un delta et une nécessité souvent de trouver des petits boulots ou un accompagnement familial. Et quand il n'y a plus de petits boulots ou moins d'accompagnement familial, on tombe vite dans des difficultés qui immanquablement se retrouvent dans les études, puisque il y a beaucoup d'études qui ont été menées. On voit bien qu'au-delà de 10-15 heures par semaine, ça a vraiment un impact sur les études. Si on a un petit job 10-15 heures par semaine, on sait concilier correctement les deux. À partir du moment où on arrive à un mi-temps, là, ça commence à avoir un impact très négatif sur les études. On ne se rend pas toujours compte de ce genre de choses, parce que je me disais, je vais lui demander justement si les étudiants, Cyril, les étudiants aujourd'hui ont plus de facilité à trouver des boulots. Mais toi, tu confirmes ces préoccupations, c'est bien de trouver du boulot, mais on est aussi d'abord là pour étudier, quoi. Bah oui, forcément le boulot, le petit boulot, le job étudiant, il va permettre d'équilibrer en fait un budget. Il faut penser aussi à la dignité en fait d'un étudiant, d'avoir cette capacité à être autonome en fait finalement dans la gestion de son budget. On parle de 10 000 euros, c'est pas rien, c'est pas une somme qu'on trouve comme ça tous les matins en regardant papa et maman. Est-ce que vous avez 10 000 euros à me donner pour faire mes études? Donc non, c'est pas évident. Par an. Oui, par an. Et effectivement, un cursus, ça peut durer parfois très longtemps, mais entre 3 et 5 ans, en tout cas en moyenne, en général. Et donc le petit boulot va avoir effectivement son impact positif dans l'histoire pour permettre à l'étudiant de se responsabiliser, d'être un peu autonome, d'être un peu moins lourd pour le budget financier de la famille aussi. Il est parfois peut-être aussi pas seul. Il y a peut-être aussi un frère, une sœur qui aussi étudie au même moment. Donc c'est des budgets qui sont assez conséquents. Et on sait que clairement, en fait, les conditions dans lesquelles vont se trouver les étudiants, d'un logement décent, d'une bonne alimentation, d'une santé correcte, d'une pratique sportive, tous ces éléments-là vont contribuer aussi à la capacité d'être dans une spirale de la réussite au niveau des études. Donc c'est vraiment extrêmement important. L'œuvre du Crous, c'est extrêmement important. Ce qu'on fait chez nous à Hall, à l'Université catholique, on travaille main dans la main avec le Crous, bien évidemment. On travaille forcément au quotidien à faciliter en fait finalement cette vie étudiante au quotidien, de participer aussi parfois quand on le peut au job étudiant, quand on a dans la restauration, dans le sport, dans un certain nombre d'activités dans lesquelles on a quelques heures qu'on peut octroyer en contrat étudiant, on va le faire. Mais c'est effectivement parfois pas évident. Voilà. Il y a le réseau aussi qui compte aussi beaucoup. Quand on est un étudiant international et quand on arrive en France, peut-être pas forcément aussi évident. On n'a pas forcément le réseau que quelqu'un qui est dans la région et qui va avoir un réseau établi par le biais de ses parents, de ses amis, pour trouver un petit job parfois ou un contrat en apprentissage. Enfin, il y a des choses qui comptent beaucoup. Les étudiants comptent beaucoup aussi sur ces contrats en apprentissage qui participent aussi à financer le cursus universitaire, quoi. Je vais vous dire encore un petit mot sur Colin Kerr. Et puis, Jérémy, on va parler de l'école et du lycée. Vous vous souvenez que Colin Kerr avait dit, nous, on va lutter ensemble contre le décrochage dans 3 moments de la vie, l'école, l'université et l'emploi. On va adresser ces 3 sujets cet après-midi ensemble. Jérémy, vous nous direz tout à l'heure ce que vous faites, mais j'ai envie de vous demander, tiens, je vais changer un petit peu l'ordonnancement, comment vont les lycéens que vous voyez, vous au quotidien, avant que vous nous expliquiez ce que vous faites avec eux?
À Drancy, qui est un territoire qui n'est pas complètement représentatif de la France, pour le dire de façon simple. Les effets du Covid ont été aussi compliqués que ce que vous évoquiez pour l'enseignement supérieur et pour les étudiants. Mais finalement, d'une certaine manière, la crise n'a fait que révéler les difficultés considérables qui étaient sous-jacentes en quelque sorte ou qui étaient déjà criantes, mais parfois de façon silencieuse, de façon paradoxale. Je pense que les lycéens de Drancy ne vont pas très bien et que de ce point de vue-là, la crise a peu changé les choses de façon assez malheureuse. Vous pourriez qualifier ce que vous dites par ne vont pas très bien. Ça veut dire quoi, ne pas aller très bien? En fait, il y a beaucoup de frustration. La plupart des élèves au lycée ont le sentiment de passer à côté de leurs études, ont le sentiment de gâcher leur potentiel ou de ne pas être parvenus à exploiter leur potentiel. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'enseignants leur disent dans les bulletins. Et ce qui est intéressant et qui est très préoccupant, c'est que cette frustration est partagée à la fois par les parents, les familles qui ont le sentiment d'être démunis par rapport à cette institution scolaire qui leur semble parfois être une boîte noire. Et il y a aussi beaucoup de frustration chez les collègues, chez les enseignants, qui ont beaucoup d'énergie, de motivation, qui pour beaucoup ont depuis très longtemps la vocation d'enseigner, en particulier dans ces quartiers, mais qui ont le sentiment d'être démunis ou que d'une certaine manière la résignation, le sentiment d'impuissance menace beaucoup. Et alors, vous nous expliquez un petit peu, et puis on reviendra tout à l'heure, si tu veux bien, Cyril, et puis j'aimerais bien qu'on parle de prévention, mais finalement, que ce soit au lycée ou que ce soit à l'université, j'imagine que la prévention doit se ressembler. Si ça te va, j'aimerais, puisque je vous ai donné la parole, vous êtes enseignant SES, donc au lycée, et vous nous avez parlé d'un contrat tripartite que vous faites entre qui ? Qu'on fait entre les élèves, d'une part, qui sont les acteurs fondamentaux de leur scolarité, les professeurs et les familles. Bien sûr que les enjeux sont différents par rapport à l'enseignement supérieur, mais ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur le repérage de l'endettement avant que ça devienne une spirale trop violente, finalement c'est quelque chose que nous aussi en tant qu'enseignants on doit faire très tôt, repérer tout de suite les difficultés scolaires, une forme de souffrance scolaire des enfants qui ont l'impression de ne pas y arriver, qui par ailleurs manquent beaucoup de confiance en eux parce que ce sont des adolescents, parce qu'on est dans des quartiers qui sont souvent stigmatisés dans les médias ou dans la classe politique. Donc pour toutes sortes de raisons, les élèves assez rapidement ont le sentiment que ça va être comme les années précédentes, ils vont pas forcément y arriver. Et là où, comme pour le Crous, la prévention doit être précoce, doit intervenir le plus tôt possible pour être le plus efficace. Nous, ce qu'on a développé avec plusieurs collègues, c'est de travailler avec les familles et très tôt, du coup, de façon très précoce, dès le début de l'année scolaire. Et alors, ce projet qui s'appelle Réconciliation, vous pouvez nous le décrire en quelques mots ? Oui, en gros, l'idée est de créer une alliance entre les familles et les professeurs de façon à, d'une certaine manière, empêcher les élèves d'utiliser certaines libertés qu'ils utilisent parfois de façon irresponsable parce que ce sont des enfants, des libertés de faire des bêtises en quelque sorte, liberté de ne pas faire assez d'efforts. Disons qu'on les secoue un petit peu en étant main dans la main adultes qui habituellement ne travaillons pas beaucoup ensemble, et de les forcer d'une certaine manière à faire des efforts qu'ils ont perdu l'habitude de faire, ce qui produit des résultats formidables parce qu'en gros, pour le dire rapidement, les efforts que les élèves font payent, ils progressent et ils se rendent compte par cette expérience de réussite d'une certaine manière qu'ils en sont capables et ça les fait beaucoup grandir et ça les fait beaucoup changer mentalement. Ça ouvre des horizons qui sont complètement nouveaux pour eux. Et alors les efforts, c'est quoi? C'est débarrasser la vaisselle? C'est mieux faire ses devoirs, concrètement? Nous, on n'intervient pas sur ce qui se passe à la maison. Par contre, au lycée, c'est aussi bête que ne pas oublier le réveil, ne pas manquer de cours, ne pas arriver en retard, ne pas oublier ses affaires, être bien concentré en classe, être bien concentré, y compris si on a du mal à comprendre, essayer une deuxième ou une troisième fois si on a échoué la première fois. Ce sont des efforts qui à nous adultes peuvent paraître simples ou évidents, mais qui pour des adolescents, a fortiori des adolescents des quartiers comme Drancy, qui ne vont pas du tout de soi.
Et dans ce contrat tripartite, dans votre projet réconciliation, chacun a sa liste d'efforts ou cette liste d'efforts, elle est commune? Oui, tout à fait. En fait, à l'origine, nous, on voulait que les enfants fassent plus d'efforts et on s'est rendu compte en travaillant avec les familles que finalement, cette mise en branle était collective. D'une certaine façon, on sort autant les enfants de leur zone de confort qui, en début d'année, nous prennent un petit peu pour des tyrans ou des dictateurs qui ont mis leurs parents sous leur coupe d'une certaine façon. Donc ils sortent complètement, on les fait sortir de leur zone de confort, mais à nous-mêmes, professeurs, nous nous faisons sortir de notre zone de confort parce que le travail avec les parents nous oblige d'une certaine manière à leur rendre des comptes, ce qui ne va pas du tout de soi en tant qu'enseignant. On a plutôt l'habitude de faire notre travail seul, de façon solitaire, et de ne pas rendre de compte, ce qui n'est pas forcément sain. Et ça fait sortir aussi les parents de leur zone de confort parce qu'il pouvait y avoir de la frustration dans le fait de ne pas avoir forcément de nouvelles de l'école. Mais quand j'étais tout à l'heure avec des élèves, Fedi aujourd'hui s'était mal réveillé peut-être, il a eu du mal à faire les efforts, il s'est fait coller, et je vais avoir la maman tout à l'heure au téléphone qui va devoir pousser une soufflante à la maison. Ça demande aussi des efforts supplémentaires aux familles. Donc d'une certaine manière, l'idée est de dire la réussite des enfants ne dépend pas simplement de leurs efforts, elle dépend de nos efforts à tous. Il faut tous qu'on prenne nos responsabilités d'une certaine façon. Et donc ça va être difficile autant pour les petits que pour nous, les grands. Mais si on se promet de ne pas lâcher, on va y arriver à la fin. Ça donne quel genre de résultat? Du coup, on y arrive à la fin. C'était une promesse un petit peu naïve au début. Les premières années, ça fait 10 ans maintenant qu'on a lancé ce projet. Et depuis 5 ans maintenant, on n'a plus du tout de redoublement. On est à 100% de réussite au bac sur les 4 dernières promotions. Alors les 2 dernières promotions sont un peu particulières en raison de l'effet Covid, mais sur les 2 précédentes aussi, on envoie des wagons d'élèves en classe préparatoire, alors qu'on est dans des quartiers dans lesquels il y a beaucoup d'autocensure. Et surtout, d'une certaine manière, l'échec scolaire a disparu. C'est une phrase qui est un petit peu peut-être excessive, mais dans les classes du projet, chaque année, cette mise en branle concerne tous les élèves. Et du coup, ils vivent tous cette expérience de « Ah, mais en fait, d'une certaine manière, mon destin scolaire dépend de moi. D'une certaine manière, je n'ai pas à subir. Et d'une certaine manière, il n'y a pas de raison que ce soit la fatalité qui prédomine. » Et de ce point de vue-là, l'espoir qu'il y a de Drancy est considérable. Moi, j'ai envie qu'on l'applaudisse parce que franchement, bravo. Merci Jérémy et merci d'être venu nous expliquer cette initiative. Et vous savez qu'à l'issue de notre réunion, il y a un moment de networking. Et j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui auront plein de questions encore à vous poser. Et puis peut-être à une autre séquence de notre après-midi. Cyril, juste, est-ce que tu peux nous redire ce que fait Hall à la Cato et puis, au passage, nous parler un petit peu de ce qu'on fait en termes de prévention. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'urgence, mais tous les deux, vous faites de la prévention aussi. Oui, c'est quand même un élément important, hein, plutôt que d'être que dans le curatif. C'est pas mal de parler de prévention. Chez Hall, en fait, on travaille sur 5 métiers. Le premier métier, le logement, avec à peu près 1500 logements sur le territoire de la métropole lilloise. Sur la restauration, accompagné aussi par le Crous, puisqu'on est conventionné par le Crous, et ce qui permet effectivement de rendre accessible une alimentation correcte et à un tarif effectivement tout à fait intéressant. Le 1 euro pour les boursiers, par exemple, s'applique aussi chez nous, même si on est un restaurant universitaire privé. Donc, merci pour ça au Crous et à Emmanuel qui nous accompagne au quotidien. On travaille aussi sur la santé avec un centre polyvalent de santé universitaire. On a la chance d'avoir des médecins généralistes, des psychologues, infirmières, gynécologues qui interviennent en fait au quotidien auprès des étudiants de l'université. On a 3 psychologues en fait aujourd'hui qui sont installés. On a 2 assistantes sociales qui sont également aussi en place, qui travaillent en fait à l'accompagnement sur la solidarité. On travaille sur le sport aussi. Et tout ça en fait... le maillage qu'on fait entre ces différents éléments, la prévention chez nous, elle se traduit aussi par un dispositif qu'on essaye de mettre en œuvre, également accompagné par le Crous aussi. J'en profite de l'occasion qui m'est donnée, qui s'appelle le parcours santé chez nous, parce qu'on considère qu'effectivement, bien dormir, bien manger, faire du sport pour s'entretenir, le goût de l'effort que vous évoquiez également aussi hein, dans le témoignage que vous nous avez donné, tout ça participe et concourt forcément
à prendre soin de soi en général, d'être dans un prendre soin en fait intégral, et donc quelque part se donner les clés d'une réussite aussi dans le cursus universitaire qui est engagé par l'étudiant, quoi. J'aime bien cette notion aussi de tripartite, hein. C'est un établissement, c'est l'étudiant et c'est les parents souvent aussi qui se trouvent derrière. Je trouve que l'engagement, en tout cas de l'établissement dans l'accompagnement, l'engagement de l'étudiant en tant que tel dans son parcours de vie, en dehors de la partie pédagogique, est aussi extrêmement important. On essaie de valoriser aussi tout ça, donc du coup d'être un peu dans la reconnaissance de ce qui est fait aussi par des challenges qu'on met en œuvre et essayer de féliciter aussi. On oublie que la reconnaissance fait partie aussi du coup de cette capacité à nourrir la pompe à bonheur et à un moment donné de se dire bah ouais, je suis reconnu, on reconnaît les efforts que j'ai pu faire et ça contribue du coup à ma réussite personnelle, quoi. Je me valorise au travers de ça. Donc toi, tu parles plus de pompe à bière, tu parles de pompe à bonheur. De pompe à bonheur, ouais. Ouais, c'est pas mal. Je la ressortirai. Merci, merci Cyril. Bravo Jérémy, bravo Emmanuel, bravo Cyril. Merci beaucoup de vos témoignages. On pourra revenir sur ces sujets ensemble. Dans cette première partie, on avait envie de parler de ces problématiques de décrochage donc à l'école et à l'université. Vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est assez touchant de voir que finalement, ce contrat tripartite, tu l'as peut-être pas théorisé comme ça, mais j'imagine que vous avez aussi cette démarche de dire aux jeunes, tu n'es pas tout seul. Et moi, c'est ça que je retiens finalement de vos témoignages. Merci. Je ne sais pas s'il y a un jingle ou s'il y a quelque chose, mais là maintenant, on va passer à la deuxième table ronde. Et voilà, il y a un jingle. Merci, on peut les applaudir. Merci Jérémy. Et pendant que Dominique nous rejoint, Dominique aussi, Mathias et Sitou nous rejoignent, je sais que dans la salle, il y a un certain nombre de représentants des 7 fondations qui accompagnent Collencare. Et j'avais envie juste de leur faire un petit coucou. Alors Mathias, toi, tu es là à double titre parce que toi, tu t'occupes de la Fondation du Nord. Hein, donc merci à la Fondation du Nord. Je vois aussi Sarah Philippe qui est là dans la salle. Hein. Cyril, toi, on va dire que tu peux représenter la Fondation de la Cato. Hein, voilà. Hervé qui est là, toi, tu représentes la Fondation de France. Je sais qu'il y a Isabelle qui représente la Fondation des Possibles. Merci d'être là, Isabelle. Dominique, toi aussi, tu es un cumulard, en fait, cet après-midi, comme Mathias, puisque toi, tu représentes la Fondation des Lumières. Moi aussi, je cumule finalement, puisqu'on va dire que je pourrais représenter Entreprises et Cités, mais je ne suis pas seul, parce qu'il y a Soraya dans la salle, et puis il y a Lucille aussi qui est là, d'Entreprises et Cités. Je pense que Jean-Pierre Le Tartre nous rejoindra tout à l'heure. Qui j'oublie comme représentante de fondation? Il y a l'Université de Lille, merci, voilà, Anne, bien sûr. J'oublie dans mon regard, mais j'oublie pas la Fondation de Lille, Anne de la Motte qui est là. Je pense avoir fait le tour de ces fondations. Et merci d'être là, les amis. Je dois vous dire que c'est une vraie aventure que nous vivons ensemble, qui est tout à fait énergisante. Et moi, ça me donne la pêche. Donc, la pompe à bonheur est là aussi, du côté de ce collectif des fondations. Et je ne serais pas complet si j'oubliais de citer le réseau Alliance, puisque Céline Outemann, Céline, tu es là, donc tu peux saluer tout le monde, mais j'imagine que tout le monde te connaît, qui est notre cheville ouvrière avec ton équipe, et puis Marie-Hélène pour le réseau Alliance, puisque vraiment le réseau Alliance est pour nous l'opérateur qui nous accompagne, qui nous aide au quotidien sur cette aventure de Collencare. Voilà, alors maintenant on va parler ensemble d'entreprise et d'accompagnement. C'est difficile finalement de trouver l'opposé de lutte contre le décrochage. Tout à l'heure j'ai parlé de raccrochage, mais en fait, si quelqu'un a un mot pour m'aider, alors on parle d'inclusion, hein, puisqu'on est au World Forum, évidemment, c'est ça. Mais tiens, on pourra commencer comme ça. Ce décrochage, c'est un sujet, et puis les entreprises s'engagent. C'est ça qu'on avait envie de matérialiser cet après-midi à travers les engagements. Et j'ai demandé à chacun de nous raconter une belle histoire, parce que je pense que plus que de dire ma boîte est superbe, elle fait plein de choses, je trouve que ce serait très intéressant de pouvoir écouter des belles histoires. Mathias, toi, tu as une belle histoire avec EDF que tu vas nous raconter à travers l'aventure de la Fondation du Nord.
Oui, alors EDF, je présenterai pas EDF, tout le monde. Mais tu peux rappeler quand même Tout les le monde, principaux tout le métiers. tout le monde connaît, mais j'ai tendance à dire en ce moment où tout le monde parle de transition et de transition énergétique que notre métier, en mobilisant l'ensemble de nos métiers et de nos filiales, c'est d'aider chacun, les territoires, les clients, les particuliers, à traduire concrètement au quotidien la transition énergétique. C'est-à-dire la mobilité pour des clients en particulier, isoler leur logement. Pour des entreprises, c'est modifier leur process pour réduire leur impact CO2 et, je dirais, engager leur transition à la fois écologique mais aussi de business, parce qu'on parlait tout à l'heure de business. Et puis les territoires, c'est rendre tout ça possible avec un aménagement du territoire, parce que maintenant, parler énergie, c'est parler aménagement du territoire. Donc voilà, c'est ça au quotidien que l'on fait avec les 10 000 salariés du groupe EDF dans la région et avec nos partenaires, parce que c'est 10 000 salariés, mais 30 000 emplois induits. Donc là aussi, on joue collectif, on le fait tous ensemble. Et c'est un travail de tous les jours pour cette belle entreprise. Alors ton histoire, toi, tu as dit que tu avais envie de nous raconter l'histoire de la Fondation du Nord. Raconte-nous pourquoi tu es allé dans ce projet-là. Justement. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Comment il est né? Alors comment il est né? Un jour, je reçois un coup de fil de Jean-René Le Serre qui dit « Tiens, je vais organiser une réunion, il y a plusieurs entreprises qui vont venir, on a une idée, je t'en dis pas trop plus, tu viens et on va voir comment on peut travailler ensemble pour aider le territoire et les personnes les plus fragiles. » Ok, on se retrouve dans une belle réunion et chacun commence à expliquer sa vision du territoire, ses forces, bien entendu. On est dans une région qui a beaucoup de force et on en a entendu beaucoup parler depuis le début du World Forum et c'est ça qu'il faut garder, mais aussi quelques petits écueils et quelques petites faiblesses. Et donc chacun donne sa position et donc il y a une présentation de la vision de ce qui allait être la préfiguration de la Fondation du Nord et on se dit comment chacun avec notre entreprise fondatrice, on pourrait créer une belle histoire d'une dynamique, on va dire, publique-privée, avec le département d'un côté qui impulserait, et puis les entreprises qui viendraient amener à la fois leur savoir-faire, leurs compétences, leurs moyens, et puis on travaillera ensemble pour être plus efficace sur des projets pour aider les plus fragiles. Première réunion. Donc là, bien sûr, emballé, ça correspond très bien aux valeurs de l'entreprise, à son engagement, puisque si EDF c'est une multinationale, ça tire sa force d'être né au cœur des territoires. Et on est à la fois du national local, puisque on est vraiment au cœur du territoire. Deuxième réunion, deuxième appel, il dit tiens, il faudrait qu'on se revoie sur la fondation du Nord, il faudrait qu'on se voit, tu viens me voir dans mon bureau, donc j'y vais. Et là, il se trouve que j'étais tout seul, puis là, il dit tiens, j'ai une idée, c'est que ce serait bien que tu prennes la présidence de la Fondation du Nord. Alors entre l'engagement de l'entreprise et puis l'engagement personnel de prendre la présidence d'une fondation, c'est quand même pas rien, puisque c'était en création, il fallait lancer la dynamique, il y a quand même une implication avec les équipes, donc Isabelle, Sarah et puis Catherine qui m'accompagne au sein d'EDF sur les RSE. Sauf que là, on prend la représentation, on va dire, personnelle d'une association, donc vous êtes peut-être tous concernés, vous voyez un peu ce que ça représente, donc on regarde quand même à deux fois, et puis finalement, on n'hésite pas longtemps, on y va. Et on a appris en marchant, parce que c'est la première fondation à l'échelle d'un département. Donc il a fallu faire tout un process de sélection avec toujours le leitmotiv, c'était faire simple, mais répondre à toutes les exigences. Et donc partir plutôt du résultat, se dire c'est quoi les choses à pas rater, mais pas essayer d'en faire quelque chose de trop complexe. Et surtout faire light, parce que notre objet et notre leitmotiv, c'était que la quasi-totalité des fonds qu'on allait mobiliser puissent aller vers les personnes les plus fragiles, vers les projets. Donc on a souhaité faire avec du mécénat de compétences et pas de délégation, etc. On a essayé d'avoir la structure la plus agile possible, être la plus, on va dire, réactive pour aller directement soutenir les projets des associations d'intérêt général. Et on s'est fait héberger par la Fondation FAS parce que c'est une fondation d'intérêt général. Et donc en 4 ans, depuis 2018, maintenant, c'est 36 projets qu'on a pu accompagner. C'est plus d'1,3 million d'euros. Alors les chiffres, c'est pas important, mais c'est ce que ce levier permet de faire. C'est-à-dire 36 projets où notre volonté, avec les 9 autres cofondateurs et le département, alors je vais essayer d'en citer quelques-uns sans les oublier. Il y a Rocket, il y a Dalkia, il y a EDF, bien sûr, on a Rabot du Tilleul, on a Vinci, j'en oublie, je cherche des yeux Sarah... Renault, bien entendu, et puis Raoult du Tilleul, je l'ai dit, enfin voilà. Mais excusons si j'en ai oublié certains, dans l'émotion, il y a Ramery exactement. Et donc, c'est vraiment aller vers cet impact pour les plus fragiles de manière très très directe et surtout être très réactif.
Voilà. Donc c'est un fonctionnement avec un comité de sélection et avec un COMEX. Le dernier s'est réuni il y a à peine quelques jours. On a pu encore aller accompagner 3 nouveaux projets. L'objectif, l'innovation et surtout l'aspect investissement. L'idée, c'est pas d'aller faire de la dépense, mais plutôt de l'investissement pour que ces projets ensuite SM aient un impact le maximum le territoire. Voilà un peu l'histoire. Donc d'un engagement d'entreprise, ça s'est transformé en un engagement personnel depuis maintenant plus de 4 ans. Et je suis extrêmement heureux d'être à la coordination de ce collectif. Et notre hashtag, c'est bien Jouons collectif. On se retrouve régulièrement derrière ce hashtag. Et alors, à chacun, je vais vous poser, vous êtes prévenus, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que moi, je suis de la région. Alors, je suis parti longtemps me balader pour le travail jusqu'à l'autre bout de la Terre, mais je suis revenu en 2012. Je suis né ici et je trouve que la région au cœur de Londres, Bruxelles, Paris n'a pas du tout les données socio-économiques qu'elle devra avoir. Et je trouve que si on insiste beaucoup sur toutes ces forces, on a aussi à traiter ses faiblesses. Quand on parle de transition, on ne la fera pas en emmenant tout le monde si on n'emmène pas tout le monde. Et donc, on ne peut pas se satisfaire d'avoir une phase visible qui soit extrêmement satisfaisante parce qu'on a une dynamique économique qui redémarre, on a des belles réussites, on a des grandes entreprises historiques de la région. Par contre, il faut qu'on puisse s'occuper des personnes les plus fragiles. Enfin, voilà, quand je suis rentré à EDF, c'est aussi ça. C'était un choix, entre guillemets, d'ingénieur. Mais j'avais plusieurs propositions, dont des boîtes américaines, où dès les entretiens d'embauche, je me suis dit que ce n'était pas forcément dans mes convictions. Alors, peut-être que dans le Nord, on a plus l'habitude de la solidarité, de l'entraide, et je voulais avoir quelque chose qui soit avec du sens. Alors, c'était peut-être un peu précurseur à l'époque, mais en attendant, je préférais une entreprise. On parle beaucoup d'entreprise à mission. EDF, c'est une entreprise à mission de service public. Depuis 1946, elle est née de la solidarité nationale pour reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale. Et je peux vous garantir que c'est extrêmement fort dans l'entreprise. Quand il y a une tempête, une veille de Noël, et qu'on a des dizaines de milliers de clients, voire des millions de clients dans le noir, ce qui fait que les personnes se mobilisent en moins de 2 heures pour prendre le sac et risquer de rater le réveillon pour aller à l'autre bout de la France remonter le réseau, c'est pas que le travail, c'est aussi cette notion de cohésion. Et ces valeurs de l'entreprise sont très prégnantes. Moi, je m'y retrouve tout à fait chaque jour. Et c'est d'ailleurs, ça s'est traduit récemment dans la raison d'être de l'entreprise, qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2. Voilà, conciliant la préservation de la planète, le bien-être et le développement avec des solutions innovantes et l'électricité décarbonée. Voilà, ça paraît simple, mais tout ce qu'on se dit depuis maintenant 2 jours, c'est comment on va aller chercher les 80% d'énergie fossile qui restent encore dans notre consommation et qui créent tous les ans, il faut le savoir, du changement climatique. On parle souvent de 2050, mais là on parlait à ceux qui sont inondés depuis la 5e fois en 3 ans. On a la vallée de la Roya, voilà, on a soutenu l'ensemble des habitants de la vallée de la Roya parce qu'on exploite avec l'hydraulique. Voilà, c'est comment on évite que le pire se produise et se répète. Merci Mathias. Tiens, Sitou Gebor, la belle histoire, finalement, j'ai envie de dire, c'est vous. C'est comme la chanson, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Écoute, le hasard fait que je suis à côté de Mathias. Il présente sa boîte 10 000, tu divises par 1000 et puis moi, la mienne, c'est 10 salariés. Voilà, bon, ça c'est juste l'anecdote. C'est pour ça que c'était bien de vous mettre à côté. Voilà, il n'y a pas que les grands. Exactement. Bon, je pense que dans l'échange, on partagera après. Effectivement, c'est une petite structure que moi j'ai en fait rapidement. SG Informatique, voilà. Qu'est-ce que c'est ce métier? Alors, service et gestion informatique. On est spécialisé dans l'informatisation des collectivités. J'équipe les mairies au niveau du Nord, Pas-de-Calais, Picardie, au niveau du matériel, des logiciels. Mais je suis spécialisé dans les communes de moins de 10 000 habitants qui, effectivement, n'ont pas de service informatique. Nous, on leur propose une solution complète. D'accord. J'ai créé la boîte il y a 10 ans, mais ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce milieu. On est basé à Villeneuve-d'Ascq, j'ai 10 salariés. Voilà, ça c'est juste la présentation professionnelle. Alors, moi, ma petite histoire, comme je t'ai raconté un peu, Sébastien, alors, je suis bien bronzé, tu l'as remarqué. Je suis d'origine togolaise, je suis arrivé en France depuis 1983. J'ai fait maths physique à Valenciennes. Après, j'ai intégré une école d'ingénieur à UDIL, anciennement UDIL, pour certains qui connaissent. Et voilà, tu vois, peut-être tu l'as fait aussi, non? Peut-être. Non, mais Polytech Lille. Voilà, Polytech Lille, qui devient maintenant Polytech Lille. Et malgré mon Master 2, pour trouver du travail, ça a été
très, très, très difficile. Vraiment très, très difficile. Je fais très court. Effectivement, pour avoir un ingénieur derrière son micro, ça va. Mais pour être commercial, représenter une société dans le Nord ou peu importe, en France, lorsqu'on est bien bronzé, c'est pas si donné que ça. D'ailleurs, la preuve, je pense pas qu'il y en a beaucoup ici. Bon, voilà. Du coup, ça, c'est mon histoire. Ayant eu toutes ces difficultés-là, quand j'ai pu arriver quand même à trouver une petite structure à Amiens qui m'a accepté me recevoir comme stagiaire, j'ai vraiment mis le paquet pour quelque part réussir professionnellement. Et du coup, quand depuis 90, quand j'ai intégré cette société et quand j'ai la responsabilité de devenir directeur général de la société, je me suis dit, il faut absolument que je puisse m'engager vraiment auprès de ceux qui vivent ce que moi j'ai vécu. Voilà, ça c'est mon histoire. Et à partir de là, je vois beaucoup de têtes que je connais. Donc, je me suis énormément engagé dans la vie sociétale. À savoir, rapidement, je suis investi dans Réseau Alliance. Je vois Jean-Pierre, en l'occurrence, fait un petit clin d'œil à Philippe Vasseur, qui avait fait une conférence à l'EDEC il y a très longtemps, qui dit, voilà, la difficulté que nous avons, nos étudiants, ils sont obligés d'aller à Londres pour trouver un stage et de revenir après. D'accord? Je fais très, très court. Et il avait lancé, je me rappelle toujours très, très bien, il dit, ce serait bien que nous puissions vraiment, en tant que société, permettre aux étudiants de trouver des stages. Et nous avons, quelque part avec lui, et puis je fais toujours un clin d'œil, mis en place le forum de stage de l'égalité des chances que j'avais beaucoup participé pendant des années à Réseau Alliance, qui nous a permis à beaucoup d'étudiants de trouver des stages. Ça, c'est mon premier Pas obligé d'aller à Londres ou à Bruxelles pour trouver un stage quand on n'est pas comme moi. Voilà, exactement. Et ça, c'est très, très important. C'est une action vraiment que Réseau Alliance a portée depuis des années, qui continue d'ailleurs encore à porter, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont engagées dans cet engagement-là. Et c'est quelque chose qui a permis à beaucoup d'étudiants issus du milieu modeste, bien bronzés comme moi, ou qui n'est pas Dupont, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et en plus, qui aussi est Dupont, bien entendu, puisque on peut en parler des heures, mais bon, ça ne se réserve pas seulement à Moustapha Mohamed. Il y a aussi quelques Dupont qui ont du mal à trouver de ça parce qu'ils n'ont pas de réseau. Voilà. Donc ça, c'est un engagement personnel. Et ayant vécu ça, je me suis beaucoup engagé là-dedans. Et rapidement, une autre association, Areli, Émergence, beaucoup sont aussi impliqués. Émergence, c'est vraiment une grande opportunité. De tous mes engagements, c'est là où je suis encore beaucoup plus impliqué personnellement. Je suis administrateur à Émergence et mécène d'ailleurs, malgré la petite structure, 1000 fois moins que Mathias, mais bon, mais hyper engagé, d'accord? Alors, dans Émergence, on permet à beaucoup de jeunes issus des milieux modestes qui ont du talent à aller jusque Bac plus 5, Bac plus 10, tant qu'ils ont la possibilité. D'accord, ça c'est vraiment un engagement d'ailleurs EDF, tant d'autres des sociétés ici présentes se sont impliquées. Je fais un petit clin d'œil à Bruno Libert que je vois, qui fait partie, je disais même le fondateur de cette belle aventure auquel je me suis beaucoup impliqué. Aujourd'hui, on a plus de 500 et quelques jeunes étudiants qui sont devenus professionnels, des ingénieurs, des médecins, des avocats. Voilà, on dit, moi je dis toujours, si vous pouvez être là, pourquoi vous contentez d'être là? D'accord? C'est ce que nous donnons, cette grande opportunité aux jeunes. Personnellement, j'y vais plus loin. Vous voyez que je continue? Ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise? Le témoignage de votre engagement, comment vos salariés le perçoivent-ils? Est-ce que vous réussissez à les engager avec vous? Il y a d'autres engagements, je vous dis, donc chaque fois que ça concerne les jeunesses, je me suis beaucoup impliqué. On a parlé donc égalité des chances, réseau émergence, réseau Alliance, on en a parlé aussi, MEDEF, pour pouvoir permettre aussi aux jeunes de pouvoir avancer. Qu'est-ce que ça apporte vraiment pour mon entreprise? Dans un premier temps, mes salariés, ils sont aussi, d'abord, je permets toujours aux salariés qui ont du mal à trouver du travail qui m'intègrent. Donc, j'intègre aussi cette application-là, enfin, comment dirais-je, ce que je défends à l'extérieur, je l'applique dans ma société. D'accord? Un de mes salariés, par exemple, qui a du mal à trouver un stage. Quand je l'avais eu, il avait un bac plus 4, mais il était régisseur, enfin vigile, d'accord? Voilà. Bon. Aujourd'hui, c'est l'un de mes salariés le plus estimé de tous mes clients. Lorsqu'on dit qu'on fait confiance à quelqu'un. Donc, mes salariés, quand ils voient tout l'engagement que je fais, ils ont confiance en moi. Je n'ai pas de turnover dans ma société. C'est des personnes qui sont engagées, qui travaillent, qui ont le plaisir de travailler dans ma société. Ça, c'est très important. Qui ont cette confiance vraiment en leur,
Je suis un peu un manager, un coordinateur de bienveillance. Il faut que chaque salarié se sente bien chez moi. Ça, c'est une première chose. À partir du moment où le salarié est vraiment à l'aise, très impliqué, au niveau de l'efficacité de la société, ça se ressent très, très vite. Je ne vous apprends rien, d'accord? Ma société est une petite structure, mais qui se porte très, très bien. Financièrement, ça se passe très bien. Tous nos clients nous font confiance. Dans un business, il y a les salariés, il y a aussi les clients, d'accord? Les clients, ils savent tous aussi mon engagement sociétal. Ils savent ce que je leur apporte au point de vue confiance. Tous mes clients ont une confiance aussi dans ce que je fais. D'accord? Et quand vous avez des clients qui sont confiants, vous avez des clients qui sont fidèles. Et quand les clients sont fidèles, je pense que c'est évident, votre société fonctionne très bien. J'ai des clients depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas à vous que j'apprends ça, d'accord? Donc c'est la confiance est quelque chose de très, très capital dans le développement d'une société. L'engagement générateur de confiance. Exactement. Je voudrais avoir l'avis. Alors, il y a deux Dominique là sur votre gauche et donc sur ma droite. Dominique de chez Schneider, tu me disais tout à l'heure que Schneider a toujours été une entreprise engagée. Comment les salariés perçoivent ça? Quel genre de confiance ça génère chez eux? Ça génère de l'engagement et de la fierté. Je pense que il faut être très modeste sur ces sujets-là. Mais si on interroge 100 salariés Schneider, je pense que les 100, ils vous diront la raison pour laquelle finalement, c'est pas forcément j'ai rejoint, mais la raison pour laquelle je reste chez Schneider, ou mon plus fort attachement à Schneider, c'est tout ce qu'on fait dans le domaine, dans la sphère du développement durable. Et cette année, on a eu un grand honneur chez Schneider Electric, c'est qu'on a été classé numéro 1 par un classement canadien qui est le plus couru, c'est un peu le festival de Cannes du développement durable, si je puis dire, qui est le classement Corporate Knights, et qui est un classement canadien, et on a été classé entreprise la plus responsable, la plus durable, et ça a été vu par l'ensemble des collaborateurs comme une grande marque de fierté. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Tu me disais, mais c'est quoi la belle histoire que tu vas me raconter? Je pourrais en raconter 1000 des histoires chez Schneider Electric, mais c'est toujours de façon systématique des histoires qui associent les collaborateurs à l'écosystème dans lequel on intervient. C'est valable pour ce qu'on fait dans la région du Nord, c'est valable sur ce qu'on fait sur tous les territoires dans lesquels on agit. Et moi, l'expérience que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui va vous paraître très modeste, mais on a eu historiquement un engagement toujours très fort en faveur de l'apprentissage chez Schneider Electric. Il y a de cela très longtemps, il y a de cela plus de 15 ans, notre ancien président Henri Lachmann avait mené la mission en faveur de l'apprentissage à la demande du Premier ministre, c'est-à-dire de rallier à la cause de l'apprentissage toutes les entreprises françaises, qu'elles soient grandes, petites ou très petites. Donc Schneider avait été un peu une figure de proue de l'apprentissage. On a décidé il y a 3 ans, au sortir de la crise des gilets jaunes, d'aller un cran plus loin, d'avoir un double engagement, c'est de se dire, voilà, à horizon fin 2021, on aura 1000 apprentis chez Schneider qui feront leur apprentissage chez Schneider. Pour avoir un ordre de grandeur, on est 14 200 collaborateurs en France. Donc vous imaginez ce que ça représente, 1000 apprentis. Et là-dessus, on y ajoute 800 stagiaires et 150 VIE. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement en faveur des jeunes qui est extrêmement fort. Et le second engagement qu'on avait pris au titre de l'année 2021, c'était d'avoir à l'intérieur de ces 1000 apprentis 200 personnes, on va dire, qui sont structurellement un petit peu éloignées de l'emploi, qui relèvent un peu de toutes les diversités, qui sont des diversités qui mettent un petit peu en décrochage. Donc on avait pris un engagement d'avoir 200 alternants qui soient soit handicapés. Alors on s'était donné un certain nombre d'objectifs, mais on ne va pas les détailler, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui sont soit qui relèvent des quartiers prioritaires de la ville, qui sont soit handicapés en situation de handicap, et puis des niveaux 3 et 4 en matière d'éducation nationale, c'est-à-dire des personnes qui préparaient des diplômes Bac Pro, BEP, et d'avoir fait cet engagement. On est fin 2021, les 1000 on les a fait, les 200 on ne les aura pas tout à fait, mais on progresse par rapport à l'an dernier. On est un peu moins de 200. C'est pour ça que je dis que c'est des sujets sur lesquels il faut avoir beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas très embaucheurs en fait, de personnes qui préparent des diplômes 3 et 4. Mais en revanche, on s'était quand même voté une ambition d'accueillir dans le cadre de l'alternance des personnes qui préparent ces diplômes-là. Parce que l'engagement qu'on a eu sur l'alternance a toujours été un engagement qui n'était pas un engagement de pré-recrutement. Ce n'était pas forcément des jeunes qu'on formait pour pouvoir les embaucher derrière, mais c'était des jeunes qu'on formait pour pouvoir les reverser à la société civile et de les former et d'apporter notre contribution à l'entreprise citoyenne. Alors, on en recrute à peu près, nous, 20% sur ces 1000. Donc, 200 vont finalement se voir offrir un contrat par Schneider Electric en CDI. Il n'y a quasiment pas de CDD chez nous. Et le reste, on va effectivement les reverser à la société civile. Alors, à la question, pourquoi finalement
effectivement, je suis en tant que DRH France sensible à ça. Moi-même, je suis issu de zones d'éducation, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui REP+. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études, de ne pas bénéficier de tout ce support-là. Et quand finalement on a 50 ans, on se retourne et qu'on se dit finalement j'ai fait un beau parcours, à la fois un beau parcours d'études. Moi je me suis retrouvé à être pendant 10 ans maître de conf à Sciences Po, à Paris, d'enseigner à Paris 1, d'enseigner aussi à HEC. Finalement il faut à un moment rendre aussi un petit peu à la société ce qu'elle vous a donné. Ou même si à un moment elle ne vous a pas donné assez parce qu'elle vous a dit finalement j'ai dû me débrouiller tout seul, mais à un moment il faut aussi pouvoir le rendre. Donc c'est un engagement et je me retrouve assez dans la promesse de Schneider sur ce sujet-là. Et en tant que DRH, c'est effectivement d'entraîner l'ensemble de nos collaborateurs, de nos managers. Alors, on a reconnu, et j'en terminerai là, on a reconnu un statut de maître d'apprentissage, de tuteur chez Schneider Electric, avec un statut tout à fait spécial qui permet de bénéficier en interne d'un certain nombre d'avantages, d'être formé à ce rôle-là, parce qu'on considère que tout le monde ne peut pas être un tuteur aussi ou un maître d'apprentissage à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on a voulu aussi accompagner notre corps social à pouvoir remplir cette mission-là. Voilà. Merci. Alors, j'ai plein de questions à te poser. La première, c'est qu'ici, dans la salle, et peut-être là où vous êtes, chez vous, on se rend compte que tout le monde est d'accord pour dire que l'engagement, ça donne du sens, etc. Sauf que dans les entreprises, bien souvent, la difficulté des entreprises, c'est de mobiliser les salariés. Régulièrement, quand on interroge les gens, on se rend compte que finalement, il n'y a pas que dans l'entreprise qu'on peut s'engager. Et souvent, les collègues disent... tu sais, moi, je suis déjà très engagé dans ma vie, dans mon village, dans ma ville. Je suis président d'une association. Ce qui m'a marqué avec Schneider, c'est que vous êtes plein, là. Donc, on en parlera tout à l'heure avec le challenge Collen-Care. J'ai l'impression que... c'est pas l'Académie française qui est là. Tous les petits hommes verts, les hommes et les femmes verts. Et donc, comment vous faites, puisque visiblement ça marche chez vous, c'est quoi vos ficelles pour faire en sorte que les salariés, les collègues, s'impliquent avec l'entreprise dans les projets qu'elle propose? Je connais beaucoup de responsables de fondations ou de responsables d'engagement RSE dans les entreprises qui disent « c'est génial, mais on adresse 10% de nos collègues et les 90 autres %, c'est pas qu'ils dorment ou qu'ils font rien, mais ils font autre chose ailleurs, mais pas toujours dans l'entreprise ». Est-ce que je suis clair dans ma question? Très clair. Comment je réponds à ça? Deux temps. Je pense qu'il y a une histoire derrière nous. Schneider, on ne s'est pas en 2010 ou en 2015 réveillé en se disant tiens, il faut faire du développement durable. Moi, je suis rentré chez Schneider il y a 15 ans, c'était déjà super haut sur l'agenda de l'entreprise. Donc, il y a toujours eu une tradition de développement durable, d'engagement sociétal. Ça, c'est le point numéro 1. Et pourquoi il y a eu cet engagement-là? Parce que je pense qu'une entreprise, elle a un devoir de vérité vis-à-vis de ses collaborateurs et elle a un devoir de dire ce qu'elle est. Et Schneider Electric a cette particularité d'être une entreprise hyper globalisée. On parlait d'entreprise internationale, mais on a passé le stade de l'internationalisation. Schneider est probablement l'entreprise française la plus globalisée. Je dis toujours, voilà, le poids des effectifs français sur le total des effectifs de Schneider, c'est 11%. Je n'ai pas le droit de donner le poids du chiffre d'affaires de Schneider France sur le total du chiffre d'affaires de Schneider, mais on va dire que c'est inférieur à 10%. Voilà, je ne donnerai pas plus de précision, parce que ce ne sont pas des données publiques. Ça donne une idée. Voilà, ça donne une idée. Donc, c'est-à-dire qu'on est une entreprise très globalisée. On est une entreprise qui, dans ses objectifs et dans son fonctionnement, est très capitaliste. Donc, c'est ça, il faut l'assumer, d'être très capitaliste. Mais ça n'empêche pas, en étant très capitaliste, d'avoir aussi de porter un projet social. Alors, ce n'est pas un pour contrebalancer l'autre, mais c'est de se dire, et on a toujours eu, nous, cette croyance chevillée au corps, de dire, finalement, on peut être les deux. Moi, quand je me définis à titre personnel, je me dis, je suis un libéral de gauche. C'est-à-dire que je pense que sur le plan des valeurs et du progrès social, je me situe plutôt là. En revanche, sur le plan des valeurs économiques et de la pensée économique, je crois plus au libéralisme. Et Schneider procède un petit peu de cette idée-là, de dire que finalement, on peut être une entreprise capitaliste qui va délivrer une grande performance économique. Et on en parlait tout à l'heure, on est condamné, nous, à délivrer une performance économique. Pourquoi? Parce que notre capital est complètement flottant. Donc une entreprise qui a son capital qui est complètement flottant, si elle n'est pas performante sur un plan économique, elle est toujours sous la menace de potentielles acquisitions de fonds vautours, d'activistes ou autres. Donc nous, on assume complètement cette part chez nous d'entreprise capitalisme libéralisé, mondialisé, globalisé, c'est très assumé. Mais en revanche, on considère qu'il est possible, tout en étant comme ça, d'avoir un positionnement social et sociétal très fort, très affirmé et très sincère. Et ça, cette alchimie, elle est assez particulière. Il m'a fallu un peu de temps pour la comprendre chez Schneider Electric, mais on la retrouve au fond au sein de la plupart de nos collaborateurs.
Et ça, c'est, je pense, ce qui fait le ciment et la particularité de Schneider Electric. Alors, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec cette idée-là, mais les petits hommes verts. Mais voilà, c'est un peu ce qui fait la signature et la singularité de notre entreprise. Bah merci, ça donne presque envie d'envoyer son CV chez Schneider, en tout cas pour ce qui me concerne. Vous Voilà. allez sur le site www.se.com. Dominique, toi tu as une belle histoire à nous raconter autour d'une école que vous avez créée. Tu nous en dis quelques mots? Merci Dominique. L'autre. Donc, je suis dans le groupe CDC Habitat Maison et Cité. Maison et Cité, c'est 63 000 logements individuels. Les enjeux de Maison et Cité, c'est de réhabiliter des logements et en construire. On doit réhabiliter 2000 logements par an, on en construit 1000 par an. Et cette réhabilitation lourde, on a beaucoup parlé de transition énergétique et on pourrait parler aussi de pouvoir d'achat. C'est évidemment extrêmement important parce que ça permet de répondre à une attente de locataires, de moderniser leur maison et de faire en sorte qu'elles soient moins énergivores. C'est aussi adapter le logement à ce que sont les besoins d'aujourd'hui et de demain, puisque les maisons des mines, puisqu'on parle de celles-là, elles ont 85 ans. Donc vous voyez que les besoins d'il y a 85 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc il faut recomposer complètement ce logement. Et donc nos enjeux, ils sont là. Ils sont de faire beaucoup de travaux pour réhabiliter, produire du logement neuf et donc finalement répondre à une attente qui est celle des territoires sur la régénération du tissu urbain et celle de nos locataires pour habiter un logement qui correspond aux besoins d'aujourd'hui, etc. Des travaux, c'est des entreprises. Et les travaux, on en fait beaucoup. Si on prend que Maison et Cité, c'est 630 millions d'euros de travaux par an. Donc si vous élargissez ça aux autres bailleurs sociaux, qui ont aussi des enjeux, on parlait avec Emmanuel tout à l'heure de la réhabilitation du logement étudiant. On a aussi des gros dossiers en rue dans la métropole qu'on connaît. Donc si vous élargissez ce sujet à l'ensemble des bailleurs sociaux, on parle de plusieurs milliards d'euros de travaux tous les ans sur le bâtiment. C'est beaucoup. Et c'est en croissance. Et notre problématique aujourd'hui, quand on est bailleur social, c'est de trouver les entreprises dont on a besoin et de faire en sorte qu'elles puissent intervenir de manière fluide pour répondre aux attentes dans une programmation donnée qui soit pérenne, puisque c'est tous les ans, immanquablement la même chose. Tous les ans, il faut réparer des logements, tous les ans, il faut réhabiliter, tous les ans, il faut construire. Donc, il faut des entreprises qui puissent se projeter, se développer. Et on sait tous aujourd'hui qu'une des difficultés des entreprises, maintenant, de bâtiments, c'est de recruter, de trouver les compagnons dont elles ont besoin sur tous les corps de métier, dont beaucoup sont en tension. Alors, ce n'est pas Maison et Cité qui va régler le problème, mais un jour, puisque tu voulais une histoire, l'histoire qui m'a marqué, c'est qu'un jour, Florence, qui est ma directrice de la stratégie, qui est en même temps la déléguée de la Fondation territoriale des Lumières, est venue me voir en parlant d'expérience d'Impala. Impala, c'est une fondation, on parle beaucoup de fondations aujourd'hui. Impala, c'est une fondation qui a eu un très gros succès avec une belle opération qui s'appelait les Geeks du numérique. Pour parler de décrochage, tu parlais de décrochage tout à l'heure, où Emmanuel en parlait avec les étudiants, ce décrochage numérique, donc Impala avait monté une opération superbe qui a très bien marché pour travailler ce sujet du décrochage numérique. Et ma directrice s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça aussi pour le bâtiment ? Finalement, on a aussi un problème de décrochage, c'est-à-dire qu'il y a la question, beaucoup de nos enfants de locataires sont en difficulté. Et ils ne se sont pas inscrits dans un parcours professionnel, de formation ou de professionnel. Et donc l'idée, c'était finalement de reprendre la mécanique qu'avait mise en place Impala sur les geeks du numérique, pour dire, bon voilà, on va aller chercher les jeunes en difficulté et on va les amener dans nos entreprises, les nôtres, celles qui travaillent sur nos chantiers, pour les former et faire en sorte que ainsi nos entreprises puissent trouver les compagnons de demain. Nos entreprises, elles sont 200, donc c'est pas beaucoup, c'est 200 entreprises, donc on les connaît, on travaille avec elles, on connaît leurs besoins. Le petit milieu de l'emploi, c'est beaucoup de gens qui travaillent de manière cloisonnée. C'est des institutions, c'est des associations, c'est des organismes qui travaillent sur... Et l'idée des geeks, ce qui est magique dans cette idée des geeks du bâtiment, c'est qu'on va mettre en place une maïotique qui va faire en sorte que cet univers de l'emploi, finalement, travaille ensemble sur ce sujet précis qui consiste à aller chercher des jeunes en difficulté et de les amener directement, peut-être avec un passage intermédiaire, dans les chantiers pour les former sur le chantier, c'est-à-dire dans la maison. Donc on a un petit dispositif de formation qui se promène sur nos chantiers, qui va chercher les jeunes, qui les ramène sur le chantier pour leur dire voilà comment on pose une plaque, comment on règle un problème électrique, etc. etc. Et donc finalement, ce qui est passionnant, et c'est d'ailleurs souvent le cas avec les fondations, c'est que ça permet d'organiser une communauté
qui toute seule ne travaillerait pas de manière collaborative. C'est la magie des fondations. C'est que sur ce sujet, finalement, on a emmené des gens qui n'y auraient pas spontanément travaillé. Ce sujet des décrocheurs, des jeunes, de l'emploi, pour régler un problème qui est celui de nos entreprises, trouver des compagnons. Et ça, c'est magique parce que ça marche. Ça avait marché avec Impala sur le numérique, ça marche sur le bâtiment. On a du succès, on a très peu de défaillances de jeunes qui finalement abandonnent. Parfois, il leur faut... Parce que l'intelligence aussi de cette maïeutique, c'est qu'elle permet d'adapter le dispositif aux besoins réels du jeune. Certains ont simplement besoin d'un permis de conduire, pardon. D'autres d'une micro-formation sur tel ou tel sujet. Mais en tout cas, c'est toujours un besoin très particulier. Donc, il faut adapter la réponse à ce besoin. Et puis, finalement, aboutir au fait que ce jeune, il va aller sur un chantier et travailler avec les compagnons, avec les ouvriers, pour finalement apprécier le métier. Et c'est ça qui est bien, puisque finalement, le fait d'être au contact avec des ouvriers, avec des compagnons, sur un chantier pratique, pour des jeunes qui sont en difficulté, c'est mieux que d'aller à l'école, c'est mieux que de rentrer dans un cursus de formation, et ça apporte un succès immédiat. Et moi, ce qui me plaît dans tout ça... Oui, parce que pourquoi ? Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que finalement, on part d'un jeune en difficulté pour aboutir au bout au locataire qui a besoin de travaux. Parce que notre vocation, évidemment, de bailleur social, c'est de produire du logement, de réhabiliter du logement, de réparer du logement. Et donc, ce qui m'amuse, c'est cette chaîne qui est très longue, finalement, entre le jeune en difficulté, la formation, l'entreprise, etc., le bailleur social, les travaux, et puis finalement le locataire qui va avoir la satisfaction de rentrer dans un logement complètement réhabilité. Parce que il y a le moindre grain de sable dans toute cette mécanique, ça bloque tout. Si on n'a pas le compagnon qui va bien au moment où il faut poser un radiateur, ou au moment où il faut poser une plaque, ou un isolant, c'est un retard de chantier. Ça retarde aussi les corps de métier qui suivent dans l'ordonnancement d'un chantier donné. Donc c'est toute une mécanique qui déraille. Et donc finalement, voilà, ce petit jeune qui était en difficulté, il contribue par finalement, en réglant son problème, à rendre plus fluide toute une mécanique qui consiste à produire du logement. Merci Dominique. Quand je t'écoute, je me dis qu'on était intéressé par cet exemple-là quand on a préparé cet après-midi, parce qu'il n'est pas interdit finalement, quand on fait quelque chose de généreux, d'engager, qu'il soit raccroché à son métier. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises font des actions et elles peuvent aussi faire des actions qui ne sont pas très éloignées de leur métier. Tant qu'à faire, si ça peut aussi cocher toutes ces cases-là, c'est bon aussi. Et il ne faut pas avoir de complexe, nous semble-t-il, de ce point de vue-là. Je vois que vous opinez tous. Quelqu'un, vas-y. On entraînera d'autant plus le corps social, les collaborateurs de l'entreprise et les collaboratrices de l'entreprise, que nos actions sont reliées effectivement au métier de l'entreprise. J'en profite, je fais juste une petite parenthèse parce que je pense qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps par voie médiatique et aujourd'hui dans les conférences, en tout cas j'ai pu assister à un certain nombre d'entre elles, sur tous les sujets qui ont trait à les consommations d'énergie. Un sujet qui, je pense, et c'est pas pour faire la pub ou la déballe de Schneider Electric, certains se marront en m'entendant parler, mais un des très gros sujets qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on ne met les sujets de consommation énergétique que sur la hausse et sur les surconsommations et sur le fait que la maison elle est mal isolée, ce qui est vrai. Mais on a un énorme sujet en France, et je vois que notre directrice de la stratégie nous a rejoint parce qu'on en parle très souvent, assez que c'est un de mes dadas, je le dis parce qu'on discute ça dans le cadre du télétravail, tout ce qui est la régulation des consommations énergétiques et notamment des consommations d'électricité, c'est un énorme problème dont on ne parle jamais dans les médias. C'est-à-dire on dit en gros le prix du pétrole s'envole, le prix de l'électricité s'envole, donc on va verser une prime de 100 € pour effectivement les ménages, quand même au passage 38 millions de ménages, donc c'était pas rien, donc ça a été retoqué par le Sénat. Mais un des très gros enjeux qu'on a en France dont on ne parle jamais, c'est de la régulation des consommations. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte, merci monsieur et madame EDF, parce que EDF a produit des chiffres tout à fait intéressants là-dessus, c'est sur les consommations électriques à raison du chauffage pendant le Covid, on n'a pas plus consommé. On a plus consommé d'électricité pour la cuisson, mais on n'a pas plus consommé à raison du chauffage. Pourquoi on n'a pas plus consommé ? Parce que quand les maisons étaient vides avant le Covid, on ne régulait pas le chauffage. Donc évidemment, la facture aujourd'hui, elle explose parce qu'on est sur les mêmes quantités d'usage, mais avec un prix qui explose. Donc quantité fois prix, forcément, ça explose. Mais le premier sujet qu'il faut qu'on arrive à régler en France, c'est la régulation de la consommation électrique à raison du chauffage.
et d'autres consommations aussi. Mais c'est un énorme problème. La rénovation par une meilleure isolation, bien évidemment, ça apporte aussi du confort, mais c'est très coûteux. C'est extrêmement dérangeant parce que ça oblige à vider les locaux, parce que quand on fait une rénovation complète d'une maison, d'une isolation, c'est extrêmement coûteux. Alors que mettre à des endroits extrêmement spécifiques dans une installation, que ce soit un bâtiment comme celui-ci ou un domicile, on va gagner énormément en argent. C'est un investissement qui est moindre et on est évidemment très efficace et on réduit sa facture énergétique. Donc je le dis parce qu'on a beaucoup parlé de précarité au cours de ces journées-là, mais je crois que c'est important de le dire et les médias sont complètement en train de passer à travers du sujet. Ils ne nous parlent que de l'isolation. Je suis désolé, j'ai fait ma minute de pub Schneider. Le message est passé, mais personne ne l'avait observé, cette minute de pub. Écoutez, les amis, je vous remercie beaucoup et je propose qu'on passe à la 3e séquence. On a pris un peu de retard. Donc on peut envoyer le jingle pour maintenant lancer officiellement notre challenge Colin Care 2021. Céline, tu peux me rejoindre. Alors les amis, là on est très contents parce que c'est un moment où tous les amis du sport et ceux qui aiment les challenges vont pouvoir se donner à fond. Vous avez vu que derrière moi, à l'écran, s'offrent à vous 13 entreprises qui ont choisi de rejoindre cette aventure Colin Care. Je vous ai expliqué, elle était née l'année dernière à peu près à cette époque. Hervé avait lancé la révolte. Eh bien, on a continué, après avoir vécu une première saison où on a créé ce guichet unique, où on a essayé de mettre en relation ceux qui avaient envie de faire avec ceux qui font. On s'est dit, il faut qu'on continue à aller chercher et qu'on continue à engager les entreprises. Et par rapport aux conversations qu'on vient d'avoir entre nous, on s'est dit, c'est bien d'aller chercher les entreprises et d'aller chercher de l'argent pour qu'elles financent des projets, mais c'est bien aussi d'impliquer les collègues, les collaborateurs, les équipes, bref, les gens, vous, nous. Et donc, un jour, je dois le reconnaître, en faisant du vélo le dimanche, un de mes copains me dit je suis en train de lancer un challenge sportif dans mon entreprise, où en gros, ils sont venus me voir et ils nous ont dit, nous, si tu es d'accord, tu choisis le montant d'un don que tu pourrais faire à une association, on va lancer un challenge dans l'entreprise, et si on réussit à atteindre autant de points, tu doubles le chèque que tu avais prévu de nous faire. Et il a dit banco. Cette entreprise s'est fait aider par une application qui s'appelle United Heroes. Je me suis dit, mais ce serait génial si on pouvait faire ça à l'échelle du territoire. Et donc, on a lancé ce challenge Colin Care 21. Pourquoi 21 ? Parce qu'on pense qu'il y aura un 22, un 23, un 24, un 25. Et donc, Céline, qui est notre cheville ouvrière, je te passe la parole. Tu nous expliques un petit peu comment on a lancé ça, qui nous a rejoints, et puis quels sont nos objectifs et comment ça va fonctionner. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce challenge, c'est avant tout l'envie de se retrouver après cette période un peu compliquée des 18 mois, de se mobiliser à travers un projet qui a du sens, surtout en ces temps de solidarité et cette fin d'année qui est vraiment propice à l'envie de s'engager auprès de toutes les populations qui ont été fragilisées, d'autant plus fragilisées sur cette longue période Covid qui n'est pas encore terminée malheureusement. Donc c'était l'idée, comme le disait Sébastien, de rassembler donc, toute entreprise de tout secteur, de toute taille, dans sa diversité, dans une démarche vraiment inclusive, et de faire du sport, en tout cas ensemble, de faire un maximum de kilomètres pour justement faire monter cette cagnotte pour aider les décrocheurs. Ce qui est amusant dans ce challenge, je ne l'ai pas forcément bien expliqué, c'est que quand United Heroes fait un challenge dans une entreprise, c'est la logistique qui se tire des bourres contre le marketing, qui se tire des bourres contre les RH ou qui se tire des bourres contre l'informatique, la DSI, que sais-je. Là, on s'est dit, finalement, on va dupliquer ce côté challenging avec des entreprises qui ne vont pas se tirer des bourres en interne, mais qui vont se tirer des bourres ensemble. Alors, vous avez vu la liste donc, des entreprises qui nous ont rejointes. Ce challenge, il commence quand ? Il termine quand ? Et comment ça va fonctionner ? Tu nous en dis quelques mots ? Et il commence aujourd'hui même et il se termine le 23 décembre. Après la question suivante, je suis désolée Sébastien, je te fais répéter parce que tu poses plein de questions en même temps. Comment ça va excuse-moi. Comment ça va fonctionner ? Comment ça va fonctionner ce challenge ? Les entreprises vont faire quoi ?
Elles vont pas faire que, les gens vont pas faire que courir. Non, non, non. Donc en fait, une entreprise, donc c'est une équipe, donc qui rassemble tous les collaborateurs de quel que soit le service, donc qui vont se connecter à l'appli United Heroes et qui vont à travers cette appli renseigner ou alors connecter, parce qu'il y a des applis déjà que vous avez, Podomètre, etc. Donc se connecter pour pouvoir cumuler un maximum de points. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une soixantaine d'activités répertoriées. Donc ça veut dire que si on fait du jardinage, ça compte. Si on fait de la méditation, ça compte. Si on marche, si on court, enfin voilà, toutes les activités, en tout cas cardio, comme les activités différentes, en tout cas accessibles à tous. Elles sont connectées et peuvent être comptées. Alors normalement, dans la salle, il y a un certain nombre de représentants de ces entreprises. Je propose que vous nous rejoigniez parce qu'on a envie que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous êtes là, quelles sont les motivations qui vous ont conduit à accepter ce projet-là. Céline, à toi la parole. Donc du coup, je propose peut-être que Jean-Pierre fasse un petit mot introductif, le temps que les ambassadeurs des entreprises puissent nous rejoindre et désinfecter leur micro. Ouais, la question qu'on voulait te poser, Jean-Pierre, c'est quand tu regardes ça, est-ce que tu as l'impression qu'il se passe quelque chose d'important à travers ce challenge? D'abord, j'ai envie de remercier tous ceux qui ont permis à Call&Care d'exister, et ils sont nombreux. J'en vois beaucoup dans cette salle. Et je sais que beaucoup d'autres vont nous rejoindre sur ce projet, parce que c'est une initiative comment dire, de la base, qui brusquement a pris de l'ampleur, qui a fini par intéresser aussi des institutions qui nous soutiennent maintenant, et qui est dans la proximité. Et au fond, la question aujourd'hui des enjeux que nous avons, c'est bien la réponse par la proximité et par le jeu collectif dans la proximité. Et Call&Care, on en a parlé hier à la séance d'ouverture, c'est effectivement du jeu collectif dans la proximité. Alors le jeu collectif, en voilà un exemple, ça va être les activités sportives. Je peux vous dire que ça marche, puisque je me suis connecté, et moi qui suis un grand geek, je me suis connecté à Heroes. J'ai déjà combien de pas? 10 000 pas? J'ai vu ton classement, tu es bien classé là. Voilà. Ça se connecte tout seul, donc à chaque fois que je marche, ça va. Et vous savez qu'à mon âge, il faut faire au moins 10 000 pas par jour. Et donc, je vais le faire, et après, ça va compter des points. Donc, je remercie les entreprises qui sont rejointes. Je pense que beaucoup d'autres vont nous rejoindre sur ce projet pour aider effectivement à gérer les précarités, vous savez, ceux qui sont du mauvais côté de la rivière. J'en profite peut-être, je peux dire un autre petit mot ou pas, Monsieur Dupré, avant de laisser les entreprises s'exprimer. J'ai envie de vous dire aussi pourquoi c'est un moment important, c'était ta question, parce que, vous savez, face aux enjeux qui sont en face de nous, et notamment RSE, et notamment climatique et social, enfin je veux dire de précarité sociale et climat, la mobilisation, c'est vraiment très important. Et c'est la mobilisation de tous. Et vous savez, en fait, je me disais hier, 2030, c'était un objectif déjà, puis 2050. Mais 2030, c'est dans 8 ans. Dans 8 ans. Vous savez que pour faire un projet, par exemple, rénover des bâtiments, ça prend de nombreuses années. Pour construire une centrale nucléaire, il faut combien de temps, Mathias? Ouais, 15 ans. 15 ans, non, il faut moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Bon, c'est dans 8 ans. 2050, neutralité carbone, c'est dans 28 ans. Bon, donc c'est extrêmement proche. Et pourquoi le jeu collectif est important aussi? Parce que, et c'est le sentiment que j'ai un peu pendant ces 2 journées, j'en parlerai demain d'ailleurs, c'est que plus on va se rapprocher de ces échéances, plus on va sentir les conséquences négatives, notamment sur le climat, plus les tensions vont monter. Il y a quelque chose qu'on sous-estime très fortement, c'est la montée des tensions entre les riches et les pauvres, entre les théories de la décroissance et les théories de la croissance, entre les vieux et les jeunes,
Et ces tensions vont monter très très fort. Et moi, et d'ailleurs, même dans ce World Forum, je sens un peu ça. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est pas justement l'importance, qu'il faut un lieu de débat, il faut en débattre de ces choses-là, mais donc, et il faut les accepter, ces tensions, parce que sinon on a non pas qu'un risque de réchauffement climatique, ou qu'un risque d'excès de pauvreté, mais aussi un risque d'explosion. On l'a déjà vu, et ça peut continuer. Et donc, si les entreprises ne se mobilisent pas sur ces sujets-là, si les entreprises ne travaillent pas plus ensemble, si les entreprises ne mobilisent pas aussi leurs collaborateurs sur ces enjeux, eh bien, vous savez, on aura les explosions sociales bien avant le réchauffement climatique. Bien avant. Et c'est ça, en fin de compte, ce n'est pas le risque climatique qu'on a, c'est le risque d'explosion dans les rues, de riots, etc., comme on a connu. Et c'est ça aujourd'hui. Et ça, si vous voulez, pour le business, alors là, c'est vraiment pas bon. Hein. Chacun le sait. Donc, je dirais, c'est pas que donc, c'est pour ça que c'est important que les entreprises. Et quand je reviens, après, je me tais, quand je reviens parce que, à l'historique dans cette région des engagements des entrepreneurs et des patrons d'entreprises dans cette région depuis de très nombreuses années, ils l'ont fait aussi pour ça, mais ils n'avaient pas cet enjeu à si court terme. Et donc la différence, c'est qu'il faut continuer à maintenir cette vocation des entreprises à travailler pour leur territoire en collectif, mais il faut accélérer parce que les enjeux aujourd'hui sont beaucoup plus prégnants que ceux qu'on a connus 2030, 2050 et avant le risque d'explosion. Donc, inscrivez-vous, allez marcher, faites du sport, l'entreprise pourra abonder à des actions et Call & Care pourra aider un certain nombre de personnes, de groupements de personnes qui sont dans la difficulté et qui pourront d'autant plus accepter la transformation des comportements nécessaires avec le risque climatique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, en fin de journée. Donc en préparant ce challenge avec Sébastien, on avait quelques questions, notamment sur les entreprises qui nous ont dit oui sans hésiter. Donc la première question, moi, je vais la poser à Lucille, qui représente Entreprises et Cités. Donc c'est pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce challenge? Merci Céline. Alors Entreprises et Cités, je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, mais j'espère que c'est le cas. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas Entreprises et Cités, c'est un campus patronal qui est situé à Marc-en-Barœul et qui est unique en son genre, unique en France. C'est un campus qui est composé de 27 structures, toutes dirigées vers les entrepreneurs et les entreprises de la région. Donc on a du service aux entreprises, aux entrepreneurs donc, et à leurs salariés. On a une sphère d'influence qui est représentée notamment par le comité Grand Lille. On a aussi le MEDEF. On a un espace de rencontre qui est la Cité des Échanges. Et on fait aussi du mécénat. D'ailleurs, Entreprises et Cités a lancé son fonds de dotation en 2016. Voilà, pour faire aussi des actions de mécénat communes à toutes nos structures et pour aussi faciliter l'engagement des entreprises qui sont autour de nous. Voilà. Alors évidemment, c'est en tant qu'organisateur, membre fondateur de Call & Care qu'il était évident qu'Entreprises et Cités participe au challenge sportif et bien-être de Call & Care. Moi, j'ai reçu un accueil vraiment favorable, hyper enthousiaste de tous nos collaborateurs. Il se trouve qu'on vient de lancer, le CODIR d'Entreprises et Cités, représentant de toutes nos structures, vient de lancer une nouvelle vision pour le campus, une nouvelle raison d'être qu'on a appelée la raison de faire. Et le slogan de cette raison de faire, c'est agir pour les réussites indissociables de l'entreprise et du territoire. Donc ce serait quand même paradoxal que Entreprises et Cités ne montrent pas l'exemple et ne participent pas à ce challenge. Donc c'était pour nous complètement naturel et pour nous c'était aligné avec nos valeurs que les collaborateurs du campus participent ensemble à ce challenge solidaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents
d'autres entreprises concurrentes. On en riait tout à l'heure quand je suis arrivée, on disait ah là là, on regarde les concurrents d'un air un peu méfiant. Et en fait, pas du tout. Pour moi, on n'est pas du tout concurrents. En fait, on est tous partenaires. Évidemment, il y a ce challenge qui nous met tous en lice et qui est donc un concours. Mais pour moi, on est tous partenaires puisqu'en fait, notre objectif final est d'aider ces décrocheurs et d'aider les associations. Donc on est à la fois concurrents et partenaires et c'est plutôt chouette comme challenge. Voilà. Merci Lucille. Alors là, à la régie, il me souffle qu'on est vraiment très en retard. Donc pour les suivants, désolé, ça sera de l'affaire un peu courte. Donc toujours même question donc, auprès de Laetitia, de FIDAL. Bon pareil, pourquoi vous êtes engagée? Donc, bonjour à tous. Alors le cabinet FIDAL, c'est un cabinet d'avocats en différentes matières. Aujourd'hui, on a fait un constat après la crise sanitaire qu'on a tous vécue, que malgré les outils de connexion à distance, malgré la volonté de maintenir le lien social, le travail en équipe a été un peu mis à mal. Et aujourd'hui, on s'est dit, quoi de mieux pour réanimer un petit peu cette volonté de travailler en équipe, dans un souci en dehors de favoriser le travail en équipe pour nos collaborateurs, mais aussi à destination de nos clients, puisque tant que nos collaborateurs sont bien dans notre entreprise, ils peuvent tout autant revaloriser ce bien-être auprès de nos clients et être davantage performants. Donc quoi de mieux que de participer à ce challenge sportif et en plus pour une bonne cause, puisque ce sont les décrocheurs du Covid. Donc voilà, pourquoi ce beau challenge. Merci Laetitia. Ouais, je vais poser la même question à Mathias qui est à côté de moi. Alors je dirais, je vais être court, c'est pour permettre aux salariés de s'engager collectivement, mais aussi à titre individuel. Tu disais tout à l'heure, on s'engage beaucoup au titre de l'entreprise, on le fait au travers de la fondation EDF, on a soutenu 22 projets de mécénat de compétences, mais ça c'est l'entreprise. Là pour le coup, on donne une plateforme pour permettre à chacun de s'engager. Et United Heroes, on la connaît bien, on travaille avec eux déjà depuis de nombreuses années. C'est la plateforme maintenant nationale EDF dans les challenges, notamment pour les Jeux Olympiques jusqu'à 2024. Et là, on a un challenge qui est en cours déjà depuis quelques jours pour le Téléthon et on est en train d'enchaîner sur ce challenge-là. C'est vraiment un outil de mobilisation et si je peux vous faire un petit retour d'expérience pour l'avoir déjà utilisé, vous verrez, c'est extrêmement bien, ça crée de l'émulation et surtout ça crée de l'engagement et de la cohésion. Donc là, j'ai aucun doute qu'entre toutes ces belles entreprises qui sont parties, là, on aura plus que de la concurrence, mais plutôt de la cohésion pour faire du relais. Merci Mathias. Donc ensuite, ma prochaine question, c'est auprès de François, qui représente le GIEC Emploi et Handicap. Donc, est-ce que la mobilisation fut facile, François ? Non, et ça va être la pierre angulaire du dispositif, surtout que moi, une petite expérience personnelle, je sors d'un flop. Mon métier, c'est de mettre des collaborateurs handicapés dans les entreprises, et je voulais profiter des bons scores des médaillés aux JO paralympiques pour mobiliser l'équipe, en disant faites-moi un selfie avec un drapeau français, etc. J'ai envoyé ça à tous les collaborateurs. Zéro retour, aucun. Donc c'est rien, on remonte sur le cheval. Et donc voilà, donc dans ce challenge-là, c'est de dire de redémarrer là-dessus. Et très bon accueil. Grâce notamment à un outil qui est très bien ficelé, grâce aux outils qui nous sont fournis par la communication d'entreprise et cité là-dessus. Et mon challenge, c'est d'avoir 70 collaborateurs. J'en suis à 50 ce matin. Donc il reste encore un petit peu de marge. J'ai encore 20 à mobiliser, relancer, etc. Mais c'est la pierre angulaire. Merci. Donc on enchaîne avec la prochaine question. C'est finalement, votre entreprise s'engage dans le challenge, mais un autre exemple très concret d'action faite par l'entreprise. Donc je vais passer la parole à l'entreprise Advance, donc avec Sylvain. Oui, effectivement, on s'engage dans ce challenge. Donc Advance, c'est une société qui fait de la cybersécurité, qui est implantée à Lille. C'est 300 collaborateurs au niveau national. Et nous, on a une conviction, c'est qu'effectivement, la performance de l'entreprise peut servir justement à aider et accompagner, être un levier finalement d'accélération de projets utiles pour les hommes et la planète. Et alors, on a effectivement ce challenge sportif sur lequel on va proposer à nos collaborateurs d'être dans la performance et de se dépasser un petit peu. Alors, un exemple très concret, c'est que nous, sur un autre projet, depuis 2016, on accompagne le skipper Thomas Ruan dans ses projets de course au large. Et on a choisi, en fait, l'année dernière, d'offrir l'ensemble de la visibilité sur ce bateau
le bateau, donc l'IMOCA, a une association, un projet qui s'appelle Linked Out, qui est une association portée, un projet qui est porté par l'association Entourage et qui aide à remettre des personnes au travail, des personnes qui sont en précarité, avec un dispositif qui est très innovant, qui s'appuie pas mal sur tout ce qui est la viralisation des CV et puis des profils des personnes qui recherchent. Et on a de la chance parce que en fait, notre bateau est actuellement leader de la Transat Jacques Vabre. Normalement, arrivée prévue d'ici 48 heures. Et depuis le début de cette course, on a énormément de résultats sur le dispositif Linked Out qui reçoit pas mal de propositions d'entreprises pour pouvoir effectivement être sur le recrutement de ces candidats. Voilà. Et ça permet aussi à nos collaborateurs de s'engager, notamment sur un dispositif coach bénévole auprès des candidats qui a permis d'accompagner une dizaine de candidats sur la région l'année dernière et une quarantaine normalement sur la promo de cette année. Merci Sylvain. Donc je passe la parole à Antoine, pareil, une action concrète que Schneider accompagne. Donc une action concrète, effectivement, en local, puisque Dominique a dit tout à l'heure que Schneider, c'était une entreprise globale, mais avec un fort impact local. Et on s'est lancé il y a 3 ans auprès d'Alliance sur le squad emploi. Donc on accompagne des jeunes, donc il y a 8 salariés de l'entreprise qui accompagnent des jeunes, soit en difficulté de réseau, qui ont du mal à trouver un emploi, soit des gens qui ont du mal à trouver un stage. Donc on a 8 collaborateurs qui coachent 8 jeunes. Et cette démarche-là, on le fait aussi par ailleurs sur le territoire, sur une autre initiative qui s'appelle Sans chance, sans emploi, où on accompagne là plutôt dans des zones très, très problématiques en termes au niveau urbain. Et on est présent dans 40 villes, pas encore dans le Nord, donc c'est peut-être une idée à lancer. Et voilà, et je voulais revenir aussi sur la première question. On n'a pas hésité longtemps nous, à s'engager sur Call & Care, parce que sport plus engagement sociétal, ça résonne énormément. On a 40 collaborateurs de la région, on est 140, donc il y a presque un tiers des collaborateurs qui sont déjà engagés sur l'application. Et on a toutes les régions de France qui nous supportent. On approche presque les 120 aujourd'hui inscrits dans l'application. Donc on est très content de faire partie de cette première édition. Et longue vie à Call & Care. On va vous rattraper. On va vous Merci rattraper. Antoine. Et enfin pour cette même question, une action concrète, Elsa, qui représente KPMG. Donc chez KPMG, on donne l'opportunité aux collaborateurs de s'engager toute l'année sur des actions sociales et environnementales sur leur temps de travail. Au niveau inclusion, on anime des ateliers au lycée Jean Moulin à Roubaix pour accompagner les lycéens dans leur projet professionnel. On accompagne également des jeunes de l'école de la deuxième chance ou article 1. Et au niveau environnemental, on a organisé par exemple le 21 octobre dernier une collecte de déchets au niveau national. Donc c'est plus de 7000 salariés KPMG partout en France qui ont ramassé au total plus de 13 000 kilos de déchets sur le territoire. Merci Elsa. Ma dernière question va à Thierry, qui représente le groupe ABAC. Donc quel est selon vous le plus de ce challenge inter-entreprise ? Alors, ABAC, tout d'abord, est une agence de services linguistiques. Je pense que nous sommes le petit poussé en fait, de l'opération, parce que nous ne sommes que 14 collaborateurs aujourd'hui. Alors, le côté inter-entreprise, évidemment, en fait, revient à l'une des valeurs, je pense, fondatrices et principales de la région Nord, à savoir l'esprit du collectif et la force, surtout du collectif. Donc, il est naturel, en fait, pour moi, que ce challenge soit comme ça entre différentes entreprises. Pour le côté inclusif, effectivement aussi, à savoir que des petites entreprises comme nous et des très grandes comme Schneider ou EDF ou d'autres, ou KPMG ou Bonduelle, en fait, tout le monde, à la limite, représente et porte collectivement, effectivement, le challenge, sans distinction, en fait, de ce que l'on fait, de ce que l'on est, etc. Et c'est ça qui est effectivement extraordinaire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes aussi engagés dans ce challenge. Et je terminerai par simplement le fameux proverbe africain qui dit que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Merci Thierry, merci à tous les ambassadeurs des entreprises sont... Ouais. Enfin, vous pouvez applaudir, ouais, vous pouvez applaudir. Ouais. Parce que vous représentez quelle entreprise, mesdames, là, qui est derrière ? Allez-y. Alors dites-nous un mot. Je me disais bien que je te reconnais. Oui. Alors dis-nous, qu'est-ce qui vous a amené RH Performance dans cette aventure ? Parce qu'on avait déjà vécu le challenge énergique qui avait extrêmement bien marché dans les équipes et qu'en plus cette année, RH Performance a choisi de verser, depuis le Covid en fait, 1% de son chiffre d'affaires à des associations locales et nationales.
Et notamment, cette année, les collaborateurs ont voté pour Sport dans la ville. Et donc, quand on a vu Colin Kerr, on s'est dit, mais c'est canon, ça lie complètement notre mécénat financier et l'association qui a été choisie. Et donc, on va mettre nos collaborateurs en action pour que ça rapporte des euros pour les associations et en action sportive. Donc, il y avait une cohérence, un tout, un collectif qui était hyper moteur. Et on est ravis d'avoir un challenge en plus pour aller récupérer les quelques collaborateurs qui ne sont pas encore en route dans notre démarche RSE. Donc, c'était l'idéal. On est ravis. Écoute, merci. On peut les Merci applaudir Anne-Sophie. là. Merci. Bravo. Et on ne se quitte pas après la fin du plateau, on se retrouve. Bon, voilà. Petite information. Est-ce que vous savez que la somme de l'argent qui a été collecté par ces entreprises représente quel montant? Vous avez une idée? Ensemble, on a collecté 130 000 euros. Donc je pense que ça s'applaudit aussi parce que nous allons pouvoir, à notre mesure, financer la quinzaine d'associations et de projets que Colin Kerr est en train de référencer pour pouvoir aussi donner un financement privé qui accompagnera le financement que le département du Nord avait mis en place pour accompagner ces projets, ces associations qui agissent sur le terrain. Donc on est très content. Je vois Mathias qui est heureux et ça me fait penser à tous nos collègues de Colin Kerr que je remercie au nom de notre collectif. Et puis je vous dis rendez-vous tout de suite. Je crois qu'il y a un moment de convivialité, comme on dit aujourd'hui, qui nous attend. Merci à tous. Merci. Tu veux faire une photo avec tout le monde? Voilà, venez, on va faire une photo. Et puis...